Chérie? 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 Ouh, chérie? Oui? Il y a un nouvel épisode. Ah, c'est pas trop tôt. Paraître une notion essentielle qu'il me faut expliciter. C'est des trucs un peu compliqués, donc les gars, si vous avez des blagues à faire, vous les faites maintenant. Des camions? Camion. Ok, alors tout le monde est prêt? Moi, Jérémy Morvan, Moi, Jérémy Morvan, déclare solennellement avoir pris conscience des enjeux de l'émission, de l'émission, de son caractère culturel et sérieux, de son caractère culturel et sérieux, et des efforts mis en œuvre par mes collaborateurs lors de son processus de production. et des efforts mis en œuvre par mes collaborateurs lors de son processus de production. Faut que je vous montre un truc. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors je suis désolé, mais là faut que j'en parle sur Twitter. Hein. Sur Twitter. Mais c'est un outil pour partager des moments de vie sympathiques. C'est pas fait pour se plaindre ou s'indigner. Je sais, mais à situation d'exception, j'aime répondre par le feu. Je jure donc Je jure donc que mes interventions futures auront comme absolue priorité que mes interventions futures auront comme absolue priorité. la culture et le sérieux. Ça se répète un peu, non? Et je jure également Et je jure également de ne plus jamais reprendre Karim sur une quelconque maladresse d'écriture. Monsieur le ministre, quelqu'un est offensé sur Twitter. Et il va de soi que je m'excuse sincèrement et il va de soi que je m'excuse sincèrement auprès de celles et ceux auprès de celles et ceux qui auraient pu être décontenancés qui auraient pu être décontenancés par mon effroyable flatulence répugnante. par mon effroyable flatulence répugnante. Ce qui sort de moi Ce qui sort de moi n'appartient qu'à moi. n'appartient qu'à moi. Ce qui sort de moi Ce qui sort de moi n'appartient qu'à moi. n'appartient qu'à moi. Et je promets par ailleurs Et je promets par ailleurs maintenir une alimentation équilibrée et une hygiène de vie irréprochable pour que mes prochains pets accidentels soient tels les chants d'un rossignol de printemps. maintenir des rossignols de mon hygiène de printemps soient-elles des paix irréprochables de mon alimentation accidentelle. Voilà. Maintenant on peut commencer. Merci Charles. Wow. Quoi? C'est une lettre du ministère de l'Intérieur. Ah non mais pas besoin du ministère, hein. Je garde tout dedans. Attention. Suite à une réclamation du gouvernement, l'équipe de Chroma est dans le regret de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui sera expurgé de toute grossièreté. Les grivoiseries habituelles seront remplacées par le son suivant. Merci de votre compréhension. Alors, Mac et moi ou Mac Enemy en version originale est un film américain sorti le 12 août 1988 aux États-Unis et réalisé par Stuart Raphael, cinéaste britannique à qui on doit aussi une flopée de chefs-d'œuvre comme Les Guerriers des Étoiles. Ah ouais, quand même. Mais surtout, il est à l'origine du merveilleux Tammy and the T-Rex qui peut prétendre haut la main à la palme du synopsis le plus chelou du monde, puisque le film raconte l'histoire d'un étudiant mort dont le cerveau a été greffé à un tyrannosaure mécanique. Banco. Bref, la raison de la présence de Mac Enemy ici est qu'il est très largement considéré comme un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, au point qu'il est aujourd'hui devenu la cible régulière de moqueries dans d'autres films et dans les médias qui ne se privent pas de lui lancer des crottes de nez au visage dès que l'occasion se présente. Il est aussi à noter que le film a été récompensé par un Razzie Award de la pire mise en scène et a rapporté 6,5 millions de dollars au box-office pour un budget de 13 millions, soit pile poil la moitié, un peu comme si le film était une grosse machine à diviser par deux. Un échec assez remarquable qui pourrait prêter à rire mais qui devient beaucoup plus cruel quand on prend en compte le fait que le film est un des rares à ma connaissance qui fasse jouer un enfant handicapé moteur dans un rôle principal et qu'une partie des revenus engrangés devait revenir à une œuvre de charité. Un film qui n'a même pas réussi à convaincre un public éclaboussé de bonnes intentions puisque tout le monde, partout, a l'air de trouver ça nul. Pas tout le monde trouve ça nul, hein. Moi j'aime bien. Jérémy, on a dit quoi sur les blagues? Donc, Mac Enemy nous raconte l'histoire. Ah oh c'est quoi? Oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Butez ces trucs! Tuez ça! Gilles, appelle Obama! Allô, monsieur le président? Notre père qui est aux cieux! Que quelqu'un aille me chercher un pic à glace immédiatement! Ça suffira pas. Je sais, c'est pour mes yeux! C'est un peu comme un... Il est trop mignon. Je disais donc, Mac Enemy raconte l'histoire d'une famille extraterrestre qui vit tranquille, là, au milieu du rien, à boire le sol à la paille, quand soudain arrive chez eux une sonde spatiale venue tout droit des États-Unis d'Amérique. Du matos américain high-tech dernier cri avec sa pince à cailloux et son aspirateur à effets spéciaux flingués qui emprisonne la famille d'extraterrestres et la ramène sur Terre le temps d'un générique qui nous permet de constater avec effroi que tous les noms qui y figurent ont disparu de la circulation, à la notable exception de celui d'Alan Silvestri, compositeur star connu pour sa longue collaboration avec Robert Zemeckis qui signe la bande originale du film. Une bande originale ma foi fort sympathique mais un thème un poil redondant dont voici un petit extrait. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Une fois sur Terre, donc, des scientifiques de la NASA ouvrent la sonde et la famille alien s'échappe avec perte et fracas. C'est le pire spectacle de mime que j'ai jamais vu. Papa alien, maman alien et leur fille s'enfuient dans le désert et le fils, qui s'appelle Mac pour Mysterious Alien Creature, qui peut se traduire en français par vomi, se barre de son côté poursuivi par les scientifiques et l'armée. Vers la culture nord. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il s'accroche à la clôture. Bon, pause. J'ai rien compris. Moi non plus. Pareil. Alors, revoyons la même scène, mais au ralenti. Bon d'accord, ça n'a aucun intérêt. Il n'empêche que je ne comprends toujours pas. Comment est-il possible que Mac court vers la clôture et se retrouve en une fraction de seconde de l'autre côté en train de faire quelque chose
que je sais pas ce que c'est, quoi. C'est quoi, ça? Il est déjà à l'extérieur et il s'accroche quand même à la clôture. Ça n'a pas de sens. Et bon, j'en ai pas parlé tout de suite parce que j'étais trop occupé à regarder les lois de la physique se faire défoncer dans une ruelle pleine de... Mais mon Dieu, cet effet n'est vraiment pas convaincant. Dans le sens où il pue la... Non seulement on voit les câbles, mais en plus cette de sale déformation rend Mac encore plus dégueulasse qu'avant. Et ça s'appelle une prouesse. Bon, lançons la suite en espérant que ça s'améliore. C'est une cataracte. Je peux devenir aveugle? Mais j'en sais rien, moi je suis dentiste. Non, je veux dire, vous pouvez me rendre aveugle? Oui. Donc, les divagations alcoolisées de l'équipe des effets spéciaux finissent par causer un carambolage. Lisez mon bras, mon Dieu! Et Max se retrouve dans la voiture des personnages principaux du film, Jeannette, la maman, Michael, le grand frère, et Eric, le personnage principal handicapé moteur dont je parlais plus tôt. Et on va donc suivre tout ce joli petit monde en plein emménagement dans leur nouvelle maison au sommet d'une colline en Californie. On mettra ton lit ici, comme ça en te réveillant, tu pourras voir le soleil au-dessus des montagnes. Regarde, Eric, là, c'est la grande pente que tu vas devoir monter en fauteuil tous les jours. Et là, au fond du jardin, c'est une immense falaise qui donne sur un joli canyon. Allez, va porter les cartons pour ton frère. Tiens. Tu ne portes rien, toi? Oh, mais si, mon skateboard. Donc l'extraterrestre fait sa vie d'extraterrestre en essayant d'être le plus discret possible pendant qu'Eric grignote dans sa chambre des friandises sucrées. Et l'heure est donc venue pour moi d'ajouter un petit quelque chose à ce sujet. En plus d'être connu pour être un sacré film de merde, Mac & Me est réputé pour ses nombreux placements de produits, notamment pour une célèbre marque de soda et une autre célèbre marque de restauration rapide. Et étant donné que j'ai pas spécialement envie de vous exposer à de la publicité pendant tout l'épisode, et que notre nouvelle machine de censure nous le permet, toutes les marques seront remplacées par ce son. Et les placements de produits seront floutés par Jérémy, toujours en partenariat avec notre ami Floutix. Bref, les techniques de camouflage de Max sont encore à parfaire puisqu'il se fait rapidement repérer par Eric qui l'entend prendre une douche et suit la quarantaine de traces de pas mouillées qu'il laisse derrière lui. Donc maintenant on est dans la situation de l'enfant qui sait qu'un être surnaturel se cache chez lui, mais comme c'est un enfant, tout le monde préfère ne pas le croire. Ça c'est un truc que vous avez déjà vu à peu près partout. À la petite différence que l'être surnaturel en question est complètement ouf et défonce la maison, ce qui évidemment énerve la maman. Michael! Eric, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas nous, maman! Ouais petit con, t'as pas honte de te lever de ton fauteuil et de foutre la partout dans la maison? Allez maintenant tu dégages, tu vas jouer au bord du précipice. Je vais aller en enfer. Mais ne vous inquiétez pas, on est dans un film pour enfants et bien évidemment Max sauve Eric de la noyade et c'est une fin de tournage pour le plongeur du fond du plan. Merci les gars. Bref, Eric est sauvé et décide de capturer Mac en l'appâtant avec du pour le piéger dans un aspirateur puisqu'il sait que les extraterrestres sont faciles à aspirer vu qu'il a vu le début du film. Hey! Mais regardez qui voilà! C'est notre bon vieil ami, l'espace-temps! Donc le plan marche et Eric, accompagné de sa jeune voisine, arrive à piéger Mac dans l'aspirateur. Qui se blesse dans l'opération. Heureusement, Eric le soigne avec quelques gorgées de puisqu'il s'avère que le est leur source principale d'alimentation, ce qui explique leur gueule. Maintenant, tout le monde à l'exception de la mère est au courant de l'existence de Mac et le jeu va donc être pour les protagonistes de l'aider à retrouver sa famille perdue au fin fond de l'Amérique profonde avec comme indice des canettes de que Mac dissémine un peu partout avec une paille et une fleur dedans. Évidemment, l'aventure ne sera pas de tout repos puisqu'ils sont poursuivis, bon dans un premier temps par des chiens, ce qui permet un des placements de musique les plus hors sujet du monde. Bah, Gilles. Oui. Tu fais pas profiter les copains? Mais aussi et surtout, ils sont poursuivis par des agents du... Insérez l'agence gouvernementale de votre choix. Qui les suivent un peu partout. Pendant ce temps, Eric se rend à la fête d'anniversaire d'une amie de sa voisine, accompagnée par Mac, déguisé en nounours. Ce qui n'éveille aucun soupçon, évidemment, parce que le costume est quand même super bien fait. Une fête d'anniversaire qui se déroule dans un où on teste un nouveau sandwich aux amphétamines. Il est à noter que la scène contient un fantastique caméo de la part de Ronald et par Ronald j'entends l'acteur original qui jouait Ronald à l'époque, qui est d'ailleurs crédité au générique sous le nom de Ronald. Pour l'anecdote, ce dernier a été récompensé par un Razzie Award de la pire révélation de l'année pour ce film, qui pendant que je parle est en train de battre le record du placement de produit le moins digne du monde. Je crois qu'il y a plus de placements de produits dans cette scène que dans une pub pour... Qu'est-ce qui se passe? Le Floutix a pété. Oh mon dieu! C'est vraiment une réplique de notre émission, ça? Ouais, c'est page 14. Page 14? Ah oui, le Floutix a pété. Bon,
Bah mettez Charles. Alors après ça, nos héros sont poursuivis par les agents de... Insérez l'agence gouvernementale de votre choix. Et donc s'enfuient pour un petit road trip à la recherche de la famille de Mac qu'ils ne tardent pas à retrouver en bien piteux état grâce aux fleurs dans des pailles dans des canettes de Mac qui en fait représentaient des éoliennes. Lequel? Comment ça, lequel? Bah éoliennes, éoliennes, éolienne 3, éolienne la résurrection, éolienne contre Predator. Non mais c'est parce que comme lui il faisait plus de blagues, je me suis dit ce serait cool si on pouvait avoir une sorte de substituteur. Je disais donc, ils retrouvent la famille de Mac en bien piteux état, mais réussissent à les faire revivre à l'aide du fantastique pouvoir revivant du touchante retrouvaille qui pourrait mener rapidement vers une happy end, mais ça c'est sans compter la bêtise de l'homme moderne qui prend peur devant les gentils extraterrestres, ce qui, quelques quiproquos plus loin, donne lieu à une magnifique explosion qui tue Eric et les aliens. Bon, je suis désolé pour l'enfant mort, mais si c'est le prix à payer pour se débarrasser de ces dégueulasseries, je suis prêt moi-même à tuer tous les enfants du monde, et je vais aller plusieurs fois en enfer, je pense. Bon, évidemment, les extraterrestres sortent indemnes de l'explosion et ressuscite le petit Eric d'un coup de baguette magique extraterrestre. Et on arrive bientôt à la fin du film. Et si vous êtes comme moi déjà abasourdi par la bêtise de ce qu'on est en train de vous raconter, accrochez-vous à vos pantacours, ce qui suit est monstrueux, et oui, ça se prononce abasourdi. Le film se termine par une cérémonie de naturalisation lors de laquelle les membres de la famille extraterrestre sont faits citoyens américains et se barrent en rose dans des costumes bleus, blancs, rouges pour vivre une vie normale d'américains de classe moyenne sur fond de musique à la con des années 80 et avec les mots We'll be back qui apparaissent dans un chewing-gum. Et Dieu merci, c'est un mensonge. T'as fini? Aussi fini que la carrière de Lois Andrea. Tu t'acharnes. Alors j'ai un truc à te montrer. Waouh! Mais c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un DVD. Un DVD! Mais bien sûr! C'est super cool. Non mais regarde le film qu'il y a dessus. Ah oui, un DVD! Effectivement, je suis... Bon, alors il s'avère que le film qu'on vient de voir est un effroyable plagiat de ce film-là, qui s'appelle E.T. L'intrigue est la même, les personnages sont complètement similaires, les décors sont identiques, l'ambiance, la lumière, les cadres, c'est du copier-coller. En fait, je pense qu'il y a qu'une seule vraie différence entre les deux films, c'est que E.T. c'est super bien, et Mac and Me, c'est tout pourri. Et du coup, je vous recommande fortement de regarder E.T. avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, puisque ma conclusion va reposer sur la question suivante: pourquoi E.T. c'est super bien et Mac and Me c'est tout pourri? Donc déjà, je vais commencer par ce qui saute aux yeux. À savoir que Mac and Me est truffé d'erreurs techniques assez honteuses. Des câbles, des rails visibles à l'écran, des faux raccords, et tout un tas d'autres trucs. C'est quoi ça? Ça, c'est la marque au sol qui t'indique où t'arrêter. Ne l'écrase pas! Ce sont des dangers publics! Et la liste continue à l'infini. Des erreurs qui, dans l'absolu, sont complètement négligeables, mais qui s'accumulent tellement tout au long du film que très vite on arrête de suivre l'histoire parce qu'on est trop occupé à chercher les erreurs techniques. Mention spéciale à ce magnifique effet de bras qui s'allonge. Ça, je trouve que ça mérite un poème. Mais je suis aussi conscient que la fabrication d'un film est un processus long et compliqué, et que toutes ces erreurs ne sont peut-être que le résultat de tout un tas d'imprévus avec lesquels l'équipe a dû composer. Et puis il y en a aussi dans E.T. des erreurs bizarres. Comme au début, tu sais quand les amis d'Elliot lui disent d'aller chercher les pizzas, ils lui demandent de prendre des garnitures précises alors que le livreur est déjà devant chez eux. Jérémy, s'il te plaît, reste à ta place, laisse-moi finir. Donc ouais, essayons de passer outre les erreurs techniques et intéressons-nous à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Oublions donc la seconde partie de ma question d'origine pour nous consacrer à la première. Pourquoi E.T. c'est super bien? Déjà, il faut commencer par comprendre que E.T. est un film qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. On peut le lire au travers d'un prisme moral assez simple en comprenant le film comme une fable sur l'amitié, mais on peut aussi aller plus loin en le voyant comme une toile de métaphore avec pour thèmes principaux le deuil et le passage à l'âge adulte. Dans E.T. donc, on suit Elliot, un enfant dont le père est parti vivre au Mexique avec une autre femme. Donc c'est un deuil métaphorique dans le sens où le père est pas vraiment mort, mais son absence crée un dysfonctionnement dans la famille d'Elliot. Et le statu quo de début de film décrit un personnage en manque de repères qui essaie de trouver sa place dans la famille en tant que petit frère. L'arrivée d'E.T. sert d'élément modificateur pour l'intrigue, mais offre aussi à Elliot une figure paternelle de remplacement, un nouvel espoir, d'ailleurs brillamment exprimé par la lumière du début du film, où toutes les apparitions d'E.T. sont traduites à l'écran par de la lumière rouge. Il y a ça aussi dans Mac and Me. Au début, quand Max se cache dans la voiture, il y a du rouge qui bave sur la famille. Mais arrête de faire ça, c'est insupportable! Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tout le film prépare Elliot au départ inéluctable de E.T., ce qui lui permet donc de faire le deuil de son père. Et en plus de ça, il existe dans le film une opposition très intéressante qui est faite entre le monde des enfants et le monde des adultes qui est décrit comme intolérant et inhumain. Selon moi, c'est pour ça que E.T. c'est génial, parce que les enfants peuvent s'identifier simplement au personnage principal et vivre une aventure excitante, et pour les adultes qui font l'effort de se mettre dans la peau d'Elliot, le film offre un recul qui permet de souligner l'absurdité de leur propre monde. Un superbe film pour petits et grands. Et je dis ça alors que je sais très bien que ce slogan est nul. Maintenant, intéressons-nous à Mac and Me. Le film reprend des éléments importants d'E.T. et notamment le père absent, sauf que dans ce cas-là, il n'est absolument pas question de deuil, ni de passage à l'âge adulte, ni de rien de tout ça, puisque de toute manière, les aliens restent sur Terre à la fin. Mais ça veut pas dire que le film n'a pas de sens. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il n'a pas le même sens. Vu que les aliens restent sur Terre à la fin de Mac and Me, le film se concentre plus sur leur histoire et surtout sur leur intégration aux États-Unis. Ce sont des étrangers, poursuivis par le gouvernement, qu'une famille américaine va aider à s'intégrer. Mais là où les choses commencent à partir en vrille,
partir en vrille, c'est quand on ajoute à tout ça le placement de produit. Et avant toute chose, je rappelle que le placement de produit n'est pas en soi quelque chose de mal, que presque tous les films du monde y ont recours à un degré ou à un autre, et que le procédé peut être bénéfique au film de plein de manières différentes. Je vous recommande d'ailleurs en passant le livre Les produits et les marques au cinéma de Delphine Lenozac, qui vous apprendra plein de trucs sur le sujet. Ceci étant dit, dans le cas particulier de McEnemy, le placement de produit non seulement est extrêmement intrusif, mais en plus tord vicieusement le sens du film, qui passe d'un simple message de tolérance assez convenu à un hymne décomplexé à la consommation, puisque la fin du film souligne que les extraterrestres ne s'intègrent pas juste parce qu'ils sont serviables et qu'ils sauvent la vie d'un enfant handicapé, mais parce qu'ils consomment, et qu'ils consomment américain, parce qu'ils aiment le goût de chocolat, les anniversaires chez les roses, etc. etc. Et ce qui, selon moi, achève le film, c'est que c'est un effroyable truc à montrer à des enfants. Puisque là où tout le message de E.T. repose sur l'importance d'arriver à accepter la disparition d'un être cher, McEnemy arrive prodigieusement à exprimer l'exact inverse de cette idée, puisque même le concept de mort n'a plus aucune importance, vu qu'on peut sauver les aliens avec juste quelques gouttes de et ça m'énerve au dernier degré. Et c'est même pas un jugement moral sur le fond du film, parce qu'après tout, si son ambition c'est d'être une ode à la consommation, pourquoi pas? Ce que je reproche à McEnemy, c'est pas son sens profond, c'est le fait qu'il soit aussi visiblement dicté par les velléités mercantiles de ses créateurs. Même le ton du film a l'air aseptisé par le placement de produits, puisqu'ils essayent tellement de donner une bonne image des marques qu'ils vendent, que tout devient excessivement enjoué. Rien ne sonne vrai, tout ressemble à une pub, et ça me fait... ça me brise les... voilà, me fait... Vous avez envahi tout ce de film qui avait franchement pas besoin de ça, alors barrez-vous, dégage, foutez le camp de ce film de laissez-le crever en paix dans sa flaque de Le sens d'un film ne devrait pas être déformé par des de considérations pécuniaires. Un auteur devrait librement pouvoir s'exprimer sans être pollué par de la pub ou par n'importe quoi d'autre de Et d'ailleurs, monsieur le régisseur moustachu farfelu, s'il vous plaît, veuillez couper cette machine à la con. Merci. Tu connais la ville de Flagstaff, Arizona? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Et si les extraterrestres étaient méchants? Imagine. En fait, depuis le début, ils font genre ils sont gentils et tout, mais en fait, ils sont méchants et ils ont mis au point une stratégie pour envahir les États-Unis en gagnant la confiance des Américains en faisant semblant d'être comme eux. Mais en fait, c'est pour envahir les États-Unis parce qu'ils sont méchants. Et non pas gentils. Mais non, mais tu racontes n'importe quoi, c'est de la merde. Et c'est pas un peu... raciste? Oh putain merde, vous faites chier. Je fais des blagues, c'est pas bien, je fais des réflexions, c'est pas bien. Putain, mais vous êtes relou quoi. Je me casse, je vous laisse avec votre émission de merde, bande de bouffons. Ouais, bah vas-y, casse-toi, connard. Ok, je suis désolé, je savais pas que te montrer E.T. aboutirait à ce genre de situation, au jeu d'acteur médiocre. C'est pas ta faute là, c'est lui qui est con. C'est vrai qu'il est con. C'est depuis quelques semaines, je sais pas ce qui lui prend. Attends, quoi? Tu connaissais pas E.T.? Non. Et toi, Gilles, tu l'as jamais vu? Bah non, jamais. Alors, comment c'est possible que Jérémy le connaisse? Tu crois que... Je crois que... Oh merde! D'accord, c'est vraiment... Ouais, on a tout capté. Non, je t'assure, on a vraiment tout capté, t'as pas besoin d'expliquer, on a fait un regard complice à la caméra pour expliquer qu'on avait compris, tout va bien. Dis-moi, tu saurais pas prendre le son, toi? Oh, j'en veux paiement tant sur PTG votre compagnie. Ça fera très bien l'affaire, tu vas là-bas, c'est maintenant toi qui t'occupes du son. Allez. Ok, vous ne rien pas. Attends, c'est toi qui pues les chiottes comme ça? Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Qu'il ne tarde pas à retrouver en bien piteux état grâce aux fleurs dans des pailles, dans des canettes de Mac qui en fait représentaient des éoliennes. Lequel? Comment ça, lequel? Bah éoliennes, éoliennes 3, éolienne la résurrection, éolienne contre Predator. Non mais c'est parce que comme lui il faisait plus de blagues, je me suis dit ce serait cool si on pouvait avoir une sorte de substituteur. Je disais donc, ils retrouvent la famille de Mac en bien piteux état, mais réussissent à les faire revivre à l'aide du fantastique pouvoir revivant du touchante retrouvaille qui pourrait mener rapidement vers une happy end, mais ça c'est sans compter la bêtise de l'homme moderne qui prend peur devant les gentils extraterrestres, ce qui, quelques quiproquos plus loin, donne lieu à une magnifique explosion qui tue Eric et les aliens. Bon, je suis désolé pour l'enfant mort, mais si c'est le prix à payer pour se débarrasser de ces dégueulasseries, je suis prêt moi-même à tuer tous les enfants du monde, et je vais aller plusieurs fois en enfer, je pense. Bon, évidemment, les extraterrestres sortent indemnes de l'explosion.
et ressuscite le petit Eric d'un coup de baguette magique extraterrestre. Et on arrive bientôt à la fin du film. Et si vous êtes comme moi déjà abasourdi par la bêtise de ce qu'on est en train de vous raconter, accrochez-vous à vos pantacours, ce qui suit est monstrueux, et oui, ça se prononce abasourdi. Le film se termine par une cérémonie de naturalisation lors de laquelle les membres de la famille extraterrestre sont faits citoyens américains et se barrent en rose dans des costumes bleus, blancs, rouges pour vivre une vie normale d'américains de classe moyenne sur fond de musique à la con des années 80 et avec les mots We'll be back qui apparaissent dans un chewing-gum. Et Dieu merci, c'est un mensonge. T'as fini? Aussi fini que la carrière de Loïs Andrea. Tu t'acharnes. Alors j'ai un truc à te montrer. Waouh! Mais c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un DVD. Un DVD! Mais bien sûr! C'est super cool. Non mais regarde le film qu'il y a dessus. Ah oui, un DVD. Effectivement, je suis... Bon, alors il s'avère que le film qu'on vient de voir est un effroyable plagiat de ce film-là, qui s'appelle E.T. L'intrigue est la même, les personnages sont complètement similaires, les décors sont identiques, l'ambiance, la lumière, les cadres, c'est du copier-coller. En fait, je pense qu'il y a qu'une seule vraie différence entre les deux films, c'est que E.T. c'est super bien, et Mac and Me, c'est tout pourri. Et du coup, je vous recommande fortement de regarder E.T. avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, puisque ma conclusion va reposer sur la question suivante: pourquoi E.T. c'est super bien et Mac and Me c'est tout pourri? Donc déjà, je vais commencer par ce qui saute aux yeux. À savoir que Mac and Me est truffé d'erreurs techniques assez honteuses. Des câbles, des rails visibles à l'écran, des faux raccords, et tout un tas d'autres trucs. C'est quoi ça? Ça, c'est la marque au sol qui t'indique où t'arrêter. Ne l'écrase pas! Ce sont des dangers publics! Et la liste continue à l'infini. Des erreurs qui, dans l'absolu, sont complètement négligeables, mais qui s'accumulent tellement tout au long du film que très vite on arrête de suivre l'histoire parce qu'on est trop occupé à chercher les erreurs techniques. Mention spéciale à ce magnifique effet de bras qui s'allonge. Ça, je trouve que ça mérite un poème. Mais je suis aussi conscient que la fabrication d'un film est un processus long et compliqué, et que toutes ces erreurs ne sont peut-être que le résultat de tout un tas d'imprévus avec lesquels l'équipe a dû composer. Et puis on a aussi dans E.T. des erreurs bizarres. Comme au début, tu sais quand les amis d'Elliot lui disent d'aller chercher les pizzas, ils lui demandent de prendre des garnitures précises alors que le livreur est déjà devant chez eux. Jérémy, s'il te plaît, reste à ta place, laisse-moi finir. Donc ouais, essayons de passer outre les erreurs techniques et intéressons-nous à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Oublions donc la seconde partie de ma question d'origine pour nous consacrer à la première. Pourquoi E.T. c'est super bien? Déjà, il faut commencer par comprendre que E.T. est un film qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. On peut le lire au travers d'un prisme moral assez simple en comprenant le film comme une fable sur l'amitié, mais on peut aussi aller plus loin. Oh! Chérie? 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 Ouh, chérie? Oui? Il y a un nouvel épisode! Ah, c'est pas trop tôt. Paraître une notion essentielle qu'il me faut expliciter. C'est des trucs un peu compliqués, donc les gars, si vous avez des blagues à faire, vous les faites maintenant. Des camions? Camion. Ok, alors tout le monde est prêt? Moi, Jérémy Morvan, Moi, Jérémy Morvan, déclare solennellement avoir pris conscience des enjeux de l'émission, de son caractère culturel et sérieux, et des efforts mis en œuvre par mes collaborateurs lors de son processus de production. Faut que je vous montre un truc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors je suis désolé, mais là faut que j'en parle sur Twitter. Hein. Sur Twitter. Mais c'est un outil pour partager des moments de vie sympathiques, c'est pas fait pour se plaindre ou s'indigner. Je sais, mais à situation d'exception, j'aime répondre par le feu. Je jure donc que mes interventions futures auront comme absolue priorité la culture et le sérieux. Ça se répète un peu, non? Et je jure également de ne plus jamais reprendre Karim sur une quelconque maladresse d'écriture. Monsieur le ministre, quelqu'un est offensé sur Twitter. Et il va de soi que je m'excuse sincèrement auprès de celles et ceux qui auraient pu être décontenancés par mon effroyable flatulence répugnante. Ce qui sort de moi n'appartient qu'à moi. Ce qui sort de moi n'appartient qu'à moi. Et je promets par ailleurs maintenir une alimentation équilibrée et une hygiène de vie irréprochable pour que mes prochains pets accidentels soient tels les chants d'un rossignol de printemps. Maintenir des rossignols de mon hygiène de printemps soit-elle des paix irréprochables de mon alimentation accidentelle. Voilà. Maintenant on peut commencer. Merci Charles. Wow. Quoi? C'est une lettre du ministère de l'Intérieur. Ah non mais pas besoin du ministère, hein. Je garde tout dedans. Attention.
Suite à une réclamation du gouvernement, l'équipe de Chroma est dans le regret de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui sera expurgé de toute grossièreté. Les grivoiseries habituelles seront remplacées par le son suivant. Merci de votre compréhension. Alors, Mac et moi ou Mac et demi en version originale est un film américain sorti le 12 août 1988 aux États-Unis et réalisé par Stuart Raphael, cinéaste britannique à qui on doit aussi une flopée de chefs-d'œuvre comme Les Guerriers des Étoiles. Ah ouais, quand même. Mais surtout, il est à l'origine du merveilleux Tammy and the T-Rex qui peut prétendre haut la main à la palme du synopsis le plus chelou du monde, puisque le film raconte l'histoire d'un étudiant mort dont le cerveau a été greffé à un tyrannosaure mécanique. Banco. Bref, la raison de la présence de Mac et demi ici est qu'il est très largement considéré comme un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, au point qu'il est aujourd'hui devenu la cible régulière de moqueries dans d'autres films et dans les médias qui ne se privent pas de lui lancer des crottes de nez au visage dès que l'occasion se présente. Il est aussi à noter que le film a été récompensé par un Razzie Award de la pire mise en scène et a rapporté 6,5 millions de dollars au box-office pour un budget de 13 millions, soit pile poil la moitié, un peu comme si le film était une grosse machine à diviser par deux. Un échec assez remarquable qui pourrait prêter à rire, mais qui devient beaucoup plus cruel quand on prend en compte le fait que le film est un des rares à ma connaissance qui fasse jouer un enfant handicapé moteur dans un rôle principal et qu'une partie des revenus engrangés devait revenir à une œuvre de charité. Un film qui n'a même pas réussi à convaincre un public éclaboussé de bonnes intentions puisque tout le monde, partout, a l'air de trouver ça nul. Pas tout le monde trouve ça nul, hein. Moi j'aime bien. Jérémy, on a dit quoi sur les blagues? Donc, Mac et demi nous raconte l'histoire. Ah oh c'est quoi? Oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Butez ces trucs! Tuez ça! Gilles, appelle Obama! Allô, monsieur le président? Notre père qui est aux cieux! Que quelqu'un aille me chercher un pic à glace immédiatement! Ça suffira pas! Je sais, c'est pour mes yeux! C'est un peu comme un... Il est trop mignon. Je disais donc, Mac et demi raconte l'histoire d'une famille extraterrestre qui vit tranquille, là, au milieu du rien, à boire le sol à la paille, quand soudain arrive chez eux une sonde spatiale venue tout droit des États-Unis d'Amérique. Du matos américain high-tech dernier cri avec sa pince à cailloux et son aspirateur à effets spéciaux flingués qui emprisonne la famille d'extraterrestres et la ramène sur Terre le temps d'un générique qui nous permet de constater avec effroi que tous les noms qui y figurent ont disparu de la circulation, à la notable exception de celui d'Alan Silvestri, compositeur star connu pour sa longue collaboration avec Robert Zemeckis qui signe la bande originale du film. Une bande originale ma foi fort sympathique mais un thème un poil redondant dont voici un petit extrait. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Une fois sur Terre, donc, des scientifiques de la NASA ouvrent la sonde et la famille alien s'échappe avec perte et fracas. C'est le pire spectacle de mime que j'ai jamais vu. Papa alien, maman alien et leur fille s'enfuient dans le désert et le fils, qui s'appelle Mac pour Mysterious Alien Creature, qui peut se traduire en français par vomi, se barre de son côté, poursuivi par les scientifiques et l'armée. Vers la culture nord. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il s'accroche à la clôture. Bon, pause. J'ai rien compris. Moi non plus. Pareil. Alors, revoyons la même scène, mais au ralenti. Bon d'accord, ça n'a aucun intérêt. Il n'empêche que je ne comprends toujours pas. Comment est-il possible que Mac court vers la clôture et se retrouve en une fraction de seconde de l'autre côté en train de faire quelque chose que je sais pas ce que c'est, quoi. C'est quoi ça? Il est déjà à l'extérieur et il s'accroche quand même à la clôture. Ça n'a pas de sens. Et bon, j'en ai pas parlé tout de suite parce que j'étais trop occupé à regarder les lois de la physique se faire défoncer dans une ruelle pleine de... Mais mon dieu, cet effet n'est vraiment pas convaincant. Dans le sens où il pue la... Non seulement on voit les câbles, mais en plus cette sale déformation rend Mac encore plus dégueulasse qu'avant. Et ça s'appelle une prouesse. Bon, lançons la suite en espérant que ça s'améliore. C'est une cataracte. Je peux devenir aveugle? J'en sais rien, moi je suis dentiste. Non, je veux dire, vous pouvez me rendre aveugle? Oui. Donc, les divagations alcoolisées de l'équipe des effets spéciaux finissent par causer un carambolage. Soirée mousse. C'est mon bras, mon dieu. Et Max se retrouve dans la voiture des personnages principaux du film, Jeannette, la maman, Michael, le grand frère, et Eric, le personnage principal handicapé moteur dont je parlais plus tôt. Et on va donc suivre tout ce joli petit monde en plein emménagement dans leur nouvelle maison au sommet d'une colline en Californie. On mettra ton lit ici, comme ça en te réveillant, tu pourras voir le soleil au-dessus des montagnes. Regarde Eric, là, c'est la grande pente que tu vas devoir monter en fauteuil tous les jours. Et là, au fond du jardin, c'est une immense falaise qui donne sur un joli canyon. Allez, va porter les cartons pour ton frère. Tiens. Tu ne portes rien, toi? Oh, mais si, mon skateboard. Donc l'extraterrestre fait sa vie d'extraterrestre en essayant d'être le plus discret possible pendant qu'Eric grignote dans sa chambre des friandises sucrées. Et l'heure est donc venue pour moi d'ajouter un petit quelque chose à ce sujet. En plus d'être connu pour être un sacré film de merde, Mac et demi est réputé pour ses nombreux placements de produits, notamment pour une célèbre marque de soda et une autre célèbre marque de restauration rapide. Et étant donné que j'ai pas spécialement envie de vous exposer à de la publicité pendant tout l'épisode, et que notre nouvelle machine de censure nous le permet, toutes les marques seront remplacées par ce son.
Et les placements de produits seront floutés par Jérémy, toujours en partenariat avec notre ami Floutix. Bref, les techniques de camouflage de Max sont encore à parfaire puisqu'il se fait rapidement repérer par Eric qui l'entend prendre une douche et suit la quarantaine de traces de pas mouillées qu'il laisse derrière lui. Donc maintenant on est dans la situation de l'enfant qui sait qu'un être surnaturel se cache chez lui, mais comme c'est un enfant, tout le monde préfère ne pas le croire. Ça c'est un truc que vous avez déjà vu à peu près partout. À la petite différence que l'être surnaturel en question est complètement ouf et défonce la maison, ce qui évidemment énerve la maman. Michael, Eric, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas nous, maman. Ouais petit c***, t'as pas honte de te lever de ton fauteuil et de foutre la partout dans la maison? Allez maintenant tu dégages, tu vas jouer au bord du précipice. Je vais aller en enfer. Mais ne vous inquiétez pas, on est dans un film pour enfants et bien évidemment Max sauve Eric de la noyade et c'est une fin de tournage pour le plongeur du fond du plan. Merci les gars. Bref, Eric est sauvé et décide de capturer Mac en l'appâtant avec du pour le piéger dans un aspirateur puisqu'il sait que les extraterrestres sont faciles à aspirer vu qu'il a vu le début du film. Hey, mais regardez qui voilà, c'est notre bon vieil ami, l'espace-temps. Donc le plan marche et Eric, accompagné de sa jeune voisine, arrive à piéger Mac dans l'aspirateur. Qui se blesse dans l'opération? Heureusement, Eric le soigne avec quelques gorgées de puisqu'il s'avère que le est leur source principale d'alimentation, ce qui explique leur gueule. Maintenant, tout le monde à l'exception de la mère est au courant de l'existence de Mac et le jeu va donc être pour les protagonistes de l'aider à retrouver sa famille perdue au fin fond de l'Amérique profonde avec comme indice des canettes de que Mac dissémine un peu partout avec une paille et une fleur dedans. Évidemment, l'aventure ne sera pas de tout repos puisqu'ils sont poursuivis, bon dans un premier temps par des chiens, ce qui permet un des placements de musique les plus hors sujet du monde. Bah, Gilles. Oui. Tu fais pas profiter les copains? Mais aussi et surtout, ils sont poursuivis par des agents du Insérez l'agence gouvernementale de votre choix. qui les suivent un peu partout. Pendant ce temps, Eric se rend à la fête d'anniversaire d'une amie de sa voisine, accompagné par Mac, déguisé en nounours. Ce qui n'éveille aucun soupçon évidemment, parce que le costume est quand même super bien fait. Une fête d'anniversaire qui se déroule dans un dont on teste un nouveau sandwich aux amphétamines. Il est à noter que la scène contient un fantastique caméo de la part de Ronald et par Ronald j'entends l'acteur original qui jouait Ronald à l'époque, qui est d'ailleurs crédité au générique sous le nom de Ronald. Pour l'anecdote, ce dernier a été récompensé par un Razzie Award de la pire révélation de l'année pour ce film, qui pendant que je parle est en train de battre le record du placement de produit le moins digne du monde. Je crois qu'il y a plus de placement de produit dans cette scène que dans une pub pour... Qu'est-ce qui se passe? Le Floutix a pété. Oh mon dieu! C'est vraiment une réplique de notre émission, ça? Ouais, c'est page 14. Page 14? Ah oui, le Floutix a pété. Bon. Bah mettez Charles. Alors après ça, nos héros sont poursuivis par les agents de Insérez l'agence gouvernementale de votre choix. et donc s'enfuient pour un petit road trip à la recherche de la famille de Mac, en le voyant comme une toile de métaphore avec pour thèmes principaux le deuil et le passage à l'âge adulte. Dans E.T. donc, on suit Elliot, un enfant dont le père est parti vivre au Mexique avec une autre femme. Donc c'est un deuil métaphorique dans le sens où le père est pas vraiment mort, mais son absence crée un dysfonctionnement dans la famille d'Elliot. Et le statu quo de début de film décrit un personnage en manque de repères qui essaie de trouver sa place dans la famille en tant que petit frère. L'arrivée d'E.T. sert d'élément modificateur pour l'intrigue, mais offre aussi à Elliot une figure paternelle de remplacement, un nouvel espoir, d'ailleurs brillamment exprimé par la lumière du début du film, où toutes les apparitions d'E.T. sont traduites à l'écran par de la lumière rouge. Il y a ça aussi dans Mac and Me. Au début, quand Max se cache dans la voiture, il y a du rouge qui bave sur la famille. Mais arrête de faire ça, c'est insupportable. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tout le film prépare Elliot au départ inéluctable de E.T., ce qui lui permet donc de faire le deuil de son père. Et en plus de ça, il existe dans le film une opposition très intéressante qui est faite entre le monde des enfants et le monde des adultes qui est décrit comme intolérant et inhumain. Selon moi, c'est pour ça que E.T. c'est génial, parce que les enfants peuvent s'identifier simplement au personnage principal et vivre une aventure excitante, et pour les adultes qui font l'effort de se mettre dans la peau d'Elliot, le film offre un recul qui permet de souligner l'absurdité de leur propre monde. Un superbe film pour petits et grands. Et je dis ça alors que je sais très bien que ce slogan est nul. Maintenant, intéressons-nous à Mac and Me. Le film reprend des éléments importants d'E.T. et notamment le père absent, sauf que dans ce cas-là, il n'est absolument pas question de deuil, ni de passage à l'âge adulte, ni de rien de tout ça, puisque de toute manière, les aliens restent sur Terre à la fin. Mais ça veut pas dire que le film n'a pas de sens. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il n'a pas le même sens. Vu que les aliens restent sur Terre à la fin de Mac and Me, le film se concentre plus sur leur histoire et surtout sur leur intégration aux États-Unis. Ce sont des étrangers, poursuivis par le gouvernement, qu'une famille américaine va aider à s'intégrer. Mais là où les choses commencent à partir en vrille,
c'est quand on ajoute à tout ça le placement de produit. Et avant toute chose, je rappelle que le placement de produit n'est pas en soi quelque chose de mal, que presque tous les films du monde y ont recours à un degré ou à un autre, et que le procédé peut être bénéfique au film de plein de manières différentes. Je vous recommande d'ailleurs en passant le livre Les produits et les marques au cinéma de Delphine Lenozac, qui vous apprendra plein de trucs sur le sujet. Ceci étant dit, dans le cas particulier de Mac & Me, le placement de produit non seulement est extrêmement intrusif, mais en plus tord vicieusement le sens du film, qui passe d'un simple message de tolérance assez convenu à un hymne décomplexé à la consommation, puisque la fin du film souligne que les extraterrestres ne s'intègrent pas juste parce qu'ils sont serviables et qu'ils sauvent la vie d'un enfant handicapé, mais parce qu'ils consomment, et qu'ils consomment américain, parce qu'ils aiment le goût de chocolat, les anniversaires chez les roses, etc. etc. Et ce qui, selon moi, achève le film, c'est que c'est un effroyable truc à montrer à des enfants. Puisque là où tout le message de E.T. repose sur l'importance d'arriver à accepter la disparition d'un être cher, Mac & Me arrive prodigieusement à exprimer l'exact inverse de cette idée. Puisque même le concept de mort n'a plus aucune importance, vu qu'on peut sauver les aliens avec juste quelques gouttes de... Et ça m'énerve au dernier degré. Et c'est même pas un jugement moral sur le fond du film, parce qu'après tout, si son ambition c'est d'être une ode à la consommation, pourquoi pas? Ce que je reproche à Mac & Me, c'est pas son sens profond, c'est le fait qu'il soit aussi visiblement dicté par les velléités mercantiles de ses créateurs. Même le ton du film a l'air aseptisé par le placement de produits, puisqu'ils essayent tellement de donner une bonne image des marques qu'ils vendent, que tout devient excessivement enjoué. Rien ne sonne vrai, tout ressemble à une pub, et ça me fait... ça me brise les... voilà, me fait... Vous avez envahi tout ce de film de qui avait franchement pas besoin de ça, alors barrez-vous, dégage, foutez le camp de ce film de laissez-le crever en paix dans sa flaque de... Le sens d'un film ne devrait pas être déformé par des de considérations pécuniaires. Un auteur devrait librement pouvoir s'exprimer sans être pollué par de la pub ou par n'importe quoi d'autre de... Et d'ailleurs, monsieur le régisseur moustachu farfelu, s'il vous plaît, veuillez couper cette machine à la con. Merci. Tu connais la ville de Flagstaff, Arizona? Bah oui. Ah oui, c'est vrai.